Bienvenue dans notre nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans l'un des casse-têtes géopolitiques les plus tendus et les plus complexes de notre époque, la crise du Moyen-Orient de 2026. L'idée ici, c'est de vraiment comprendre comment toutes les pièces de cet immense puzzle s'emboîtent, au moment même où la région navigue sur un fil très fin entre manœuvres de l'ombre et risque de conflit naval imminent. La question qui brûle les lèvres de tout le monde en ce moment, particulièrement quand on regarde vers le détroit d'Ormuz, c'est celle-ci. Est-ce qu'on assiste au début d'une toute nouvelle guerre régionale ? Le compte à rebours tourne, les démonstrations de force s'enchaînent sur le terrain. Toute la question est de savoir si les efforts diplomatiques en coulisses vont réussir à prendre de vitesse l'escalade militaire. Pour y voir plus clair, voici notre feuille de route. On va examiner le projet Liberté, décortiquer le plan de paix pakistanais, analyser le rôle d'Oman, faire un tour du côté de l'axe Égypte-Syrie et finir sur les luttes de pouvoir internes. Et on va vite se rendre compte que tous ces éléments, en apparence isolés, sont en fait hyper connectés. Allez, on attaque tout de suite avec notre premier point, le projet Liberté. C'est vraiment le cœur du réacteur de cette crise, là où l'administration américaine tente le tout pour briser le blocage commercial dans le détroit d'Ormuz. Et sur le terrain, le contraste entre les deux forces est juste saisissant. D'un côté, on a l'écrasante armada technologique américaine, une centaine d'avions de chasse, des destroyers, des avions ravitailleurs, et face à ça, l'Iran joue une carte redoutable, la guerre asymétrique. C'est la fameuse tactique de la flotte de moustiques, un essaim de petites embarcations rapides couplé à un réseau de mines navales. C'est du low cost certes, mais c'est absolument terrible pour paralyser le trafic. Mais alors, c'est quoi exactement l'histoire de ce projet Liberté annoncé par Trump ? Initialement, l'opération s'appelait Colère épique. Le changement de nom est en fait une véritable pirouette juridique. Le but de l'administration américaine est de contourner la limite de 60 jours imposée par le Congrès sur les actions militaires non approuvées. En présentant l'opération comme une simple assistance civile pour les navires piégés, on crée un prétexte en or. Si l'Iran tire en premier, les forces américaines se retrouvent en état de légitime défense, ce qui leur donne carte blanche pour riposter massivement. Astucieux, non ? Face à ce piège tactique qui se referme, la machine diplomatique s'emballe pour éviter le pire. Ce qui nous amène à une intervention plutôt inattendue, le plan de paix du Pakistan. Ce plan propose une sortie de crise en 3 phases. L'étape 1, c'est un cessez-le-feu régional et la fin du blocus naval. L'étape 2 exige que l'Iran remette son programme nucléaire à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais regardez bien l'étape 3. Elle est complètement vide. C'est une manœuvre diplomatique brillante. Le Pakistan a volontairement laissé de côté les sujets brûlants, comme les missiles balistiques ou les milices, en attendant que les 2 premières étapes réussissent à instaurer un vrai climat de confiance. Bien sûr, l'Iran impose de strictes conditions en retour. Il propose de trier les navires dans le détroit, passage autorisé pour le commerce classique, interdiction absolue pour tout navire lié à Israël. Mais le point qui fait vraiment grincer les dents, c'est leur volonté de facturer d'énormes droits de péage aux pays du Golfe qui ont soutenu les États-Unis. Téhéran voit carrément ça comme une compensation de guerre. Une telle demande bouleverse totalement le droit maritime international. Faisons maintenant un petit pas de côté pour observer comment d'autres acteurs internationaux tentent de jouer les médiateurs pour désamorcer la bombe, particulièrement sur la question nucléaire. Prenez le sultanat d'Oman. L'Iran leur a littéralement proposé de co-gérer militairement le détroit d'Ormuz. Et la réponse a été un refus catégorique. En effet, Oman cherche à faciliter le rapprochement entre l'Iran et ses voisins, mais tout en gardant sa stricte neutralité historique. Leur seul objectif est de restaurer la sécurité économique et le commerce maritime. Hors de question pour eux de s'enliser dans une alliance militaire. En parallèle, un autre dossier donne des sueurs froides. Les 450 kg d'uranium iranien enrichi à plus de 60%. Pour rappel, l'accord de base limitait cela à 3%. Alors, pour éviter que Washington ne lance une frappe préventive, un énorme coup de poker diplomatique est envisagé, transférer ce stock massif en Russie. Ça satisfait les États-Unis sur le plan du désarmement et ça rassure l'Iran d'avoir la Russie comme tiers de confiance. Sauf que ce compromis avec la Russie est très loin de rassurer tout le monde. Côté israélien, cet arrangement est jugé totalement insuffisant pour la sécurité nationale. Conséquence, 120 frappes lancées au Liban contre le Hezbollah en seulement 48 heures, cette escalade spectaculaire est clairement perçue comme une manœuvre pour saboter les négociations de paix et maintenir une pression maximale sur la région. Quittons un instant les eaux du Golfe pour analyser les répercussions de cette crise sur le monde arabe, avec un rapprochement stratégique au Levant qui mérite vraiment toute notre attention. Ce rapprochement entre l'Égypte et la Syrie en 2024, c'est extrêmement important. Pourquoi l'Égypte et la Syrie se rapprochent-elles actuellement ? Pour le Caire, la Syrie agit comme un véritable mur de protection, un État tampon indispensable pour freiner toute expansion géographique d'Israël. C'est crucial pour la sécurité nationale arabe. Mais il y a aussi un aspect économique massif. Les géants égyptiens de la construction, comme Hassan Al-Alam, se positionnent sur les immenses contrats de reconstruction syrienne. C'est une alliance qui sécurise les frontières tout en générant de gros contrats.
Mais on le sait, la géopolitique, ce n'est pas qu'une affaire de frontières. Ce qui menace vraiment de faire dérayer ce fragile processus de paix, ce sont les profondes luttes de pouvoir à l'intérieur même des États. Un chiffre pour illustrer ça, 1500 milliards de dollars. C'est la demande de budget défense hallucinante de l'administration Trump. Pourquoi un tel montant? Notamment pour acheter des systèmes de missiles comme les TAAD qui coûtent la bagatelle de 15 millions de dollars l'unité. En pleine crise, cette requête a provoqué une véritable tempête au Congrès américain qui craint par-dessus tout de financer un nouveau conflit interminable et ruineux. Et en Iran, la situation n'est pas plus simple. Le pays traverse une véritable crise institutionnelle. Suite aux graves blessures de Mojtaba Khamenei lors d'une attaque, un grand vide de pouvoir s'est installé. C'est le corps des gardiens de la Révolution qui a pris le relais, avec un contrôle militaire désormais presque total. Le gros problème, c'est qu'il marginalise complètement les diplomates civils. Résultat, n'importe quel accord international négocié peut être annulé du jour au lendemain par les factions militaires dures. En résumé, on se retrouve face à un équilibre régional hautement inflammable, où les jeux stratégiques dans le détroit d'Ormuz, l'épuisement militaire et l'urgence diplomatique s'entrechoquent brutalement. Ce qui amène à cette réflexion cruciale pour évaluer les chances de succès d'une médiation. Est-ce que les efforts diplomatiques portés par des acteurs comme Oman ou le Pakistan parviendront à aller plus vite que les ambitions des faucons militaires radicaux, que ce soit à Washington, Téhéran ou Tel Aviv? C'est une course contre la montre décisive dont l'issue redessinera tout l'avenir du Moyen-Orient. C'est ici que s'achève notre décryptage, en espérant que cette analyse permet de mieux comprendre les rouages complexes de cette crise mondiale. À très bientôt pour une nouvelle analyse.